Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Abaton Rompu, un rendez-vous qui se veut désormais régulier et qui vise à éclairer le débat public en faisant émerger les grandes thématiques que nous devrions, si l'esprit démocratique pouvait s'exprimer comme il se doit, que nous devrions pouvoir mettre en discussion entre nous. Alors, il y a eu une précédente émission, suite au discours de la Sorbonne de M. Macron, Sorbonne 2. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer et dérouler finalement cette bobine après le nouvel entretien de M. Macron dans la presse quotidienne régionale pour faire, disons-le, le service après-vente de son discours de la Sorbonne. Et puis, nous verrons aussi les implications que tout cela peut avoir sur l'échiquier politique, puisqu'un certain nombre d'enquêtes d'opinion commencent à nous donner aujourd'hui quelques tendances pour les élections européennes à venir. Mais la règle du jeu, vous la connaissez. Au-delà de ces questions, si vous voulez qu'une question soit mise en débat et en discussion entre nous, eh bien, à vous d'intervenir via les commentaires et je piocherai dans vos propositions une question qui sera soumise à la discussion. Allez, on attaque tout de suite pour le premier point. Le service après-vente de M. Macron à son discours de la Sorbonne avec son entretien dans la presse quotidienne régionale paru ce samedi 27 avril. Alors, j'avais soulevé un point dans le discours de la Sorbonne, j'en avais soulevé plusieurs, mais j'avais notamment soulevé le point de la question de la défense lors de ce discours sur, vous vous souvenez, l'Europe puissance que j'avais reliée à la notion de souveraineté européenne qui était l'objet du premier discours de M. Macron. Eh bien, M. Macron s'est à nouveau appesanti finalement sur cette dimension d'Europe puissance et il a précisé sa pensée au cas où nous ne l'aurions pas bien comprise, mais il me semble qu'on avait vu clair déjà dans son jeu lorsque j'avais évoqué la dimension de l'arme nucléaire et de la dissuasion nucléaire notamment. Mais M. Macron a été encore un peu plus loin donc pour approfondir son propos. Alors je vais commencer par citer ce qu'il a dit dans la presse quotidienne régionale, si vous le permettez. M. Macron nous dit qu'il est favorable à l'ouverture d'un débat sur la défense antimissile, les tirs d'armes de longue portée et l'arme nucléaire. Donc vous voyez bien que la dimension de la dissuasion nucléaire est mélangée avec d'autres aspects, les armes longue portée et l'idée d'un bouclier finalement anti-missile. Alors tout cela n'est pas rien, peut s'entendre. Pourquoi est-ce que ça peut s'entendre? Parce que la doctrine nucléaire de la France date il y a maintenant une soixantaine d'années, c'était le général Pierre Gallois qui l'avait posé, et il n'était pas question à l'époque de bouclier anti-missile. Si la France était attaquée, elle faisait savoir à ses adversaires et à ses ennemis qu'elle y répondrait par le feu nucléaire, si les intérêts vitaux de la France étaient attaqués. Donc il n'était pas question de se dire, tiens, on se protège contre les attaques de missiles, par exemple, de missiles longue portée, qui étaient uniquement l'apanage des grandes puissances. Il était simplement question à ce moment-là de dire, si vous prenez le risque de faire cela, vous en tant qu'État, eh bien sachez que la France sera intraitable et que nous y répondrons par le feu nucléaire. Alors certes, les conditions ont changé et c'est ce qui pousse sans doute M. Macron à vouloir mettre cette question en débat, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les missiles longue portée, notamment, ne sont pas le seul fait aujourd'hui des grandes puissances et que des puissances plus régionales en disposent, et y compris des adversaires aujourd'hui non étatiques qui peuvent en disposer en quantité limitée, dans des formes un petit peu différentes, mais bref, qui pourraient en disposer. Donc tout cela ouvre une porte à M. Macron, et ça l'ouvre d'autant plus que ça rejoint un gros problème pour lui. M. Macron, qui plaide pour une souveraineté européenne et pour une défense européenne, voit les Allemands avancer quand même assez tranquillement de leur côté, en se souciant bien peu de ce que pense la France. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que cela fait maintenant plusieurs années qu'est sur la table un projet allemand d'un bouclier anti-missile à l'échelle du continent européen. Sauf qu'ont fait les Allemands, ils ont commencé à avancer sur ce projet avec des acteurs comme les États-Unis et comme Israël, et en faisant fi de la France, qui n'est jamais rien de moins que le premier producteur de missiles au monde et de défense anti-aérienne. Donc la France est aujourd'hui un petit peu mise de côté par l'Allemagne sur ce projet, et en avançant sur ce point, M. Macron essaie finalement de courir après le train allemand qui est parti sur ce point-là. Donc, on peut considérer qu'il y a malgré tout une cohérence de la part de M. Macron à lier les deux. Mais il ne faut pas être dupe. Si M. Macron lie ces deux sujets, c'est-à-dire si il se donne un prétexte crédible pour avancer et pour évoquer la question de l'arme nucléaire en la liant à la dimension antimissile, c'est qu'il veut réellement avancer sur la question nucléaire
Par contre, pour la mettre à disposition, non plus simplement de la France et assurer ce qui était jusqu'alors notre autonomie stratégique, mais pour la mettre à disposition de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, finalement, en diluant la capacité souveraine de la France sur cette question, c'est la faire disparaître totalement. Alors, là encore, examinons ce point. Que nous dit M. Macron dans son entretien à la presse régionale? Il nous dit « La doctrine française est qu'on peut l'utiliser, il parle du nucléaire, hein, quand nos intérêts vitaux sont menacés. J'ai déjà dit, et c'est vrai, il l'a dit mercredi dernier à la Sorbonne et il l'avait déjà dit en 2022, j'ai déjà dit, nous dit-il, qu'il y a une dimension européenne dans ces intérêts vitaux. » Donc voilà, ce que propose M. Macron finalement, ce n'est ni plus ni moins que de mettre en partage la dissuasion nucléaire française, c'est-à-dire abattre finalement le pilier peut-être stratégique le plus essentiel de notre souveraineté vis-à-vis de l'extérieur. Alors tout cela n'est pas sans poser de problèmes techniques. On voit bien que M. Macron s'en sert pour avancer à marche forcée vers la notion de souveraineté européenne qu'il proclamait et vers l'idée d'Europe puissance qu'il a affirmée jeudi dernier à la Sorbonne. Mais tout cela n'est pas sans poser de problème, disais-je, parce que qu'est-ce que les intérêts vitaux? Les intérêts vitaux nationaux, chacun peut bien voir ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce que les intérêts vitaux européens? Pour nous autres Français, quels sont les intérêts vitaux au niveau européen? Est-ce que si l'Allemagne est attaquée, on comprend bien que ça relève d'un intérêt vital pour la France? Est-ce que si c'est un pays périphérique de l'Europe qui est attaqué? Et sous quelle forme? À quelle hauteur? Est-ce que cela engage la France à agir via son arme nucléaire? On voit bien que cette question est éminemment complexe et que l'arme nucléaire n'est pas une arme qui peut se partager. C'est le principe même de la dissuasion. À partir du moment où on y mettrait des conditions, à partir du moment même où on l'échelonnerait, qui perdrait non pas son caractère nucléaire, mais son caractère dissuasif. Or, le nucléaire n'est utile qu'en termes de dissuasion, l'objectif étant de ne pas y avoir recours. C'est un chemin extrêmement sinueux dans lequel s'engage M. Macron, et plus encore, c'est un chemin extrêmement sinueux dans lequel il engage la France, sans que tout cela ait pu être mis en débat et en discussion. On voit là qu'il y a un problème démocratique majeur à cette façon de faire sur la question du nucléaire. Nous y reviendrons car cette question va occuper le débat public, je l'espère, en tout cas au moins jusqu'aux élections européennes. Mais cette question est éminemment structurante. Et ça me permet d'arriver à mon deuxième point, qui est une question plus politicienne. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de sondages et d'enquêtes d'opinion qui sont désormais publiés, y compris certains régulièrement. Maintenant, il y a un rolling qui sort, je crois, de l'IFOP et qui nous donne un sondage chaque jour à 17h. Le principal travail de ce sondage, c'est d'essayer de trouver un titre pour essayer d'intéresser les gens, puisque finalement, un sondage rolling comme cela ne donne pas de variation et de dynamique qui puisse intéresser, dont on puisse tirer des conséquences. Par contre, l'enchaînement des différentes enquêtes depuis un certain temps nous donne à voir plusieurs aspects. Le premier, c'est que globalement, quand même, la carte électorale est figée. Est figée avec un Rassemblement national extrêmement haut, avec Reconquête et les Républicains qui paraissent satellisés par la puissance du Rassemblement national, par un point de bascule au sein de ce qu'était la NUPES, mais qui finalement n'est rien d'autre que ce que je vous avais déjà annoncé depuis maintenant plusieurs mois, parce que ça correspond à une tendance lourde et de fond au sein des différents pays de l'Union européenne, qui est que dans le bloc des gauches, à partir du moment où la gauche se contente d'être un bloc, eh bien dans ce cas-là, le centre de gravité qui avait basculé vers les gauches plus radicales et de rupture il y a 5 ans, 5, 4, 3 ans, est en train de rebasculer vers la social-démocratie qui est en train de reprendre le leadership au sein de ces gauches, et c'est ça qui est en train d'avoir lieu en France désormais. On le voit entre le passage de témoin d'une certaine manière entre LFI et le Parti socialiste. Mais le troisième élément qu'on voit dans ces sondages, même si la carte est globalement figée, c'est qu'il y a une possible, et c'est là un événement politique, alors un événement politique pour les 2 mois à venir ou à plus long terme, ça ce sont les résultats des élections européennes qui nous le diront, il y a une bascule possible, un croisement de courbes possible entre le Parti socialiste et renaissance de M. Macron, en tout cas la liste conduite
par Madame Ayer. J'en veux pour preuve que la dernière enquête en cette fin de semaine donnerait 16,5% des intentions de vote à Madame Ayer et à Renaissance, quand M. Glucksmann et le Parti Socialiste grimperaient à 14%, les autres listes étant derrière réduites à 8% ou en dessous, et tandis que surnage à plus de 30% le Rassemblement national. Alors pourquoi est-ce que ces chiffres-là soient vrais ou supposés, peu importe d'une certaine manière, puisqu'ils écrivent l'histoire politique, je l'ai dit, soit pour les 2 mois à venir jusqu'à l'élection européenne, soit au-delà, s'ils sont vérifiés ensuite dans les urnes. D'une certaine manière, ça change les choses. Ça a changé les choses, je l'ai dit, au sein du rapport de force, au sein de la gauche, mais ça permet également de faire évoluer le bloc central. Tous ceux qui ont admis, ce n'est pas mon cas, et je pense que c'est une erreur pour ceux qui veulent changer les choses, d'admettre le principe de la tripartition. Mais tous ceux qui ont admis le principe de la tripartition se retrouvent aujourd'hui pris au piège. Pourquoi? Parce que le bloc central, qui était par nature celui qui avait vocation à accéder au pouvoir, vu que de par sa centralité, quel que soit l'adversaire, que ce soit le bloc qui soit du côté du Rassemblement national ou que ce soit à l'époque de LFI ou de la NUPES, il attirait à lui les votes de ceux qui rejetaient l'alternative au bloc central. Eh bien, ce bloc central aujourd'hui est juste en train de muter et de changer de forme avec le pôle central de ce bloc central qui passe de Renaissance au Parti socialiste. Voilà ce qui est en train de se passer et voilà ce qui se passerait s'il y avait une inversion des courbes. Mais tout cela finalement ne témoigne, et c'est en cela que je fais le lien avec la première partie de notre échange, tout cela ne témoigne jamais que d'une même forme d'adhésion. Lorsque je parlais il y a un instant des questions nucléaires, qui sont les premiers à être venus en appui de M. Macron? Eh bien, par exemple, c'est Europe Écologie Les Verts de Madame Toussaint qui nous disait sur le sujet qu'elle était favorable à la proposition de M. Macron parce qu'elle était favorable, et là encore je la cite, à un saut fédéral. Donc on voit bien que tous ceux qui sont aujourd'hui les fédéralistes, M. Macron, Mme Ayer, Mme Toussaint, M. Glucksmann pour le Parti socialiste, finalement constituent sur le fond aujourd'hui un bloc homogène prêt à se reconstituer, et c'est uniquement le centre de gravité politique ou politicien de ce bloc-là qui est en train de muter en minorant ce qui était l'ancien bloc de ceux qui ont accepté le fait d'être placés dans un bloc de gauche, le bloc de ceux qui sont dans une dimension de rupture beaucoup plus radicale, je pense notamment de ce point de vue-là à LFI. Finalement, tous ceux qui ont accepté cette tripartition de l'espace politique se retrouvent aujourd'hui pris au piège. Ils se retrouvent pris au piège parce que si on examine là la micro-politique, c'est-à-dire ce qui se passe à l'échelle de quelques pourcentages qui pourraient intervenir aux élections européennes, eh bien finalement ça ne change pas la carte globale. Parce que quel est le paysage global si on prend de la hauteur par rapport à cette élection européenne et par rapport à la vie électorale dans notre pays depuis maintenant 2018 et plus encore depuis 2022, c'est cette situation de démocratie minoritaire qui fait qu'il n'y a où que ce soit, aucune perspective majoritaire qui se dégage. Et ce n'est pas la mutation qui serait celle d'une inversion des courbes entre Mme Ayer et M. Glucksmann qui résoudra ce problème. Au contraire, c'est un nouveau pis-aller qui permet d'approfondir et d'entériner l'idée de démocratie minoritaire qui devrait, selon tous ceux qui acceptent cette règle du jeu, devenir la règle. On voit bien donc qu'il y a besoin d'un grand chambardement que ne résoudra aucun des votes de l'élection européenne à venir. Quand bien même le Rassemblement national ferait un score extrêmement important, quand bien même il obtiendrait la dissolution qu'il appelle de ses voeux suite à la défaite électorale énorme qui s'annonce pour le camp de M. Macron, eh bien tout cela ne permettrait pas de dégager au bénéfice et au profit du Rassemblement national une perspective majoritaire dans le pays. Pas plus que ce ne serait le cas avec une perspective avec l'issue de la France insoumise, ou pas plus que ce n'est une perspective crédible pour le bloc central, quand bien même le Parti socialiste ou le bloc de M. Macron arriverait à se retrouver et à fusionner, car on voit bien qu'il n'y a là qu'une base de vase communicant entre eux deux. La situation est donc figée et appelle à une proposition, à une offre politique nouvelle. Ce qu'il ressort de
cette situation-là et de ces analyses politiques-là, c'est tout simplement qu'il n'y a pas un problème de demande électorale. Les Français ont soif de politique et ont soif de changer les choses. Ils nous l'ont dit lors des élections présidentielles de 2022 où on ne pouvait s'exprimer plus clairement quand ils affirmaient dans les enquêtes d'opinion à plus de 80% qu'ils ne souhaitaient pas voir se rejouer le même match entre Madame Le Pen, M. Macron et M. Mélenchon. Eh bien, on leur a imposé le même match, on nous impose le même match aux élections législatives, et donc ce n'est pas un problème de demande, ni d'appétit, ni d'appétence politique de la part des Français, mais c'est un problème d'offres politiques dans lesquelles les Français ne se retrouvent pas. Et là, je termine en citant l'une des dernières enquêtes qui est sortie, c'est celle de l'Institut Cluster 17, qui nous dit que près d'un Français sur deux ne sont pas intéressés par l'élection présidentielle à venir, soit que celle-ci ne l'intéresse pas, soit qu'ils ne se reconnaissent dans aucune des listes en présence. Voilà qui témoigne mieux que toute autre chose du problème d'offre politique qui aujourd'hui gangrène la vie démocratique dans notre pays. On continue malgré tout à avoir des partis et des mouvements qui continuent à être dans des courses de petits chevaux et à faire ce que j'appelle des courses de couloir. Ils n'ont pas pris la dimension de ce qu'est aujourd'hui la démocratie minoritaire, et celles et ceux qui voudraient rentrer dans une stratégie de rupture avec l'ordre établi seraient bien avisés de cesser de se prolonger, ce qui finalement est une lente agonie démocratique pour les Français. Voilà, je m'en arrête là pour aujourd'hui. Beaucoup de points restent en suspens et je vous invite à prolonger l'échange via les commentaires, à échanger entre vous, à échanger avec moi et je participerai à la discussion. Et puis à me soumettre, c'est ici en dessous dans les commentaires, les thèmes que vous voudriez voir abordés dans les jours à venir. D'ici là, pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!